Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode solo de Gravaillon pour le jeu HeroQuest. Alors, on l'appelle mode solo tout simplement s'il n'y a pas besoin de maître de jeu, il n'y a pas besoin de Zarpon. Et en plus, on n'a pas besoin de l'application qui avait quand même quelques contraintes, notamment au niveau des déplacements où on passait beaucoup de temps sur l'application au final. Et des fois, même moi, j'oubliais de déplacer mes héros en fonction de ce que j'avais déplacé sur l'application. Donc j'avais l'impression en fait que de lancer des dés, c'est tout. Alors, de quoi est composé cette appli de quoi est composé ce mode solo de Gravaillon? Donc vous avez, alors c'est un petit fichier qui prend voilà, 8 pages. Les 4 premières pages, sur 2 pages, vous avez le recto des cartes, qui va se composer de 15 cartes. Et sur les deux autres pages pour les versos, donc moi j'ai pas imprimé le verso, hein, j'ai mis des sleeves, je vous montrerai après. Après on a 3 pages de règles, donc voilà, les 3 pages, hein, donc le règle du mode solo. On y reviendra bien sûr en détail au cours de la partie. Vous avez hop, la deuxième page, avec le comportement lié à des monstres, en quelque sorte. La troisième page, vous n'allez pas forcément vous en servir au début, c'est les sorts de la terreur. Et après, quelques explications. Si vous avez des éléments qui sont doubles et que vous n'avez plus, voilà, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pas vraiment important. Et ensuite, vous avez le livre de quêtes. Donc là, on joue avec les quêtes de la boîte de base. Donc sur le haut des cartes, on le verra tout à l'heure, vous avez le symbole de la boîte de base. Et derrière, on explique bien au début de chaque quête de cette campagne, mélangez les 15 cartes mode sur numéroté de 1 à 15 avec l'illustration de la boîte de base. On y reviendra. Et tout à la fin, on va retrouver ce qu'on appelle le tableau de génération. C'est-à-dire, suivant la pièce où vous allez vous trouver, lorsqu'on devra générer du mobilier, des monstres, euh, des coffres, on lancera 2d6 et suivant l'endroit où on se trouve, on placera là où on a les numéros. Si un numéro est pris, c'est pas grave, vous augmentez soit de 1, soit vous diminuez de 1 pour le placer. C'est pas utile de relancer les dés. Voilà de quoi est constituée l'application. Alors, bien évidemment, vous aurez besoin du livre de règles du jeu, mais également du livre de quête. On va y revenir juste après, mais avant, je vais vous présenter les fameuses cartes. Alors, on va prendre l'exemple sur 2 cartes. Elles sont toujours constituées de la même façon. Donc là, vous voyez le logo, l'illustration de la boîte de base. Alors pourquoi? Parce que Gravaillon a même déjà travaillé dessus et certaines sont sorties, travaillé sur les extensions. Hein, parce que suivant les extensions, on n'aura pas forcément les mêmes monstres, il n'y aura pas forcément les mêmes quêtes. Et donc derrière, Gravaillon a adapté les extensions. Alors les extensions, vous n'aurez pas 15 cartes à chaque fois à imprimer. De manière générale, ce sera 5 cartes qui viendront s'ajouter à votre deck. Donc vous aurez 20 cartes. Une extension, il a mis 10 cartes, parce qu'il y a des extensions qui apportent beaucoup plus de choses. Voilà. Mais on fonctionnera toujours de la même façon. Donc une fois que vous connaissez les règles du mode solo pour la boîte de base, ce sera exactement pareil pour les extensions. Alors, chaque carte est numérotée. Alors ça permet quoi? Derrière on va jouer avec des extensions, de dire voilà, on prend les cartes de 1 à 15 et les cartes de 20 à 25. Alors, sur chaque carte, donc vous avez un numéro. Certaines cartes ont le mot objectif. Lorsque vous piocherez une carte objectif, lorsque vous générerez une pièce, vous ne tiendrez pas compte de tout ce qui reste sur la carte. Vous irez directement sur la quête que vous jouez. Donc par exemple là, démonstration, je vais vous montrer l'épreuve, la première quête. Et dans ce cas-là, plutôt que de réaliser tout ce qui est sur la carte, on va faire objectif numéro 1. Et on placera tout ça. Bien sûr, après on fera les combats, là il n'y a pas de problème, on reste dans les règles de base. Lorsque vous piocherez une carte objectif pour une génération de pièces, vous aurez déjà complété un objectif, dans ce cas-là vous passerez à l'objectif numéro 2. Et ensuite l'objectif numéro 3. Lorsque vous aurez, vous voyez là vous avez des petits numéros, par exemple ici vous avez coffre 1. Quand vous fouillerez le coffre 1,
vous irez voir dans votre livre de quête du jeu, c'est pour ça que le livre de quête est obligatoire aussi, vous irez voir la note D du jeu. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et ça donne, vous verrez, c'est vraiment top. L'avantage de ce système aussi, c'est que si vous rejouez la quête après l'épreuve, bah, vous n'aurez pas les mêmes, vous n'irez pas dans les mêmes salles, vous n'aurez pas forcément le même plateau. Alors que si vous rejouez avec le jeu de base, bah, vous savez que, par exemple, cet objectif 3 se trouve dans la pièce centrale. Et l'avantage aussi, c'est que de manière générale, avec les objectifs, vous ne raterez pas d'artefacts. Il y a ce qui a été reproché un petit peu par certaines personnes. Après, ça dépend des gens. Hein. C'est que des fois, bah, il y avait des artefacts, sauf qu'on les trouvait jamais. Pourquoi? Bah, parce qu'on trouvait l'objectif principal de la quête, on sortait et on n'avait pas forcément l'artefact. Et on ne savait pas qu'il y en avait. Avec ça, normalement, vous ne les raterez pas. Hein, parce que les objectifs, vous devrez les faire dans l'ordre. Donc, je reviens sur les cartes. Alors, on va agrandir un petit peu. Donc là, vous voyez, quand c'est une carte objectif, on appliquera les objectifs uniquement quand on génère une pièce, bien évidemment. Sinon, on appliquera ça. Donc maintenant, on va regarder une carte en détail. Voilà. Allez. On va prendre la numéro 4. Lorsque l'on va générer une pièce, c'est-à-dire on va ouvrir une porte qui donne sur une pièce, on va piocher une première carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y aura un mobilier et un monstre. Lorsqu'on va générer cette pièce, donc un mobilier, un monstre, on va piocher une deuxième carte. Admettons qu'on pioche la 3, on va regarder le mobilier, il y a le coffre 3. Donc on va placer le coffre 3. Et on repioche de nouveau une carte pour les monstres qui sont présents dans la pièce. Ça veut dire qu'une génération de pièces, vous générerez très certainement 3 cartes en tout. Voilà. Alors pourquoi? Parce que c'est quand même important de faire tourner le deck et vous verrez, c'est très simple. Au départ, on peut se dire on va faire que piocher des cartes. Non, c'est pas le cas. Ensuite, maintenant, on prend l'autre exemple. On est dans une pièce, on ouvre une porte qui donne sur un couloir. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Donc là, dans le couloir, il n'y a rien. Mais par exemple, si vous prenez celui-là, dans le couloir, il y aura un éboulis et une porte. On va voir après, en concret, comment ça se passe sur le plateau. Et donc, comme la génération de pièces, si on avait eu par exemple un monstre dans le couloir, après, on va retirer une carte pour voir quel monstre est dans le couloir. Hein, toutes les cartes ont des monstres dans les couloirs. Mais s'il n'y a marqué rien, ça veut pas dire qu'on rajoutera un monstre. Hein. Si le couloir il y a marqué rien, on ne pioche pas d'autres cartes pour générer un monstre dans le couloir. Ensuite, les pièges. Alors les pièges, ces cartes vont servir pour deux choses. La première, on a déclenché un piège. Je vous expliquerai après pendant le jeu comment on fait pour déclencher un piège. Donc on va tirer une carte. S'il n'y a marqué aucun, il n'y a pas de piège. On va reprendre une autre carte. Encore aucun, mais ça va venir, vous inquiétez pas, il y en a. Voilà. Par exemple, on prend cette carte 9. Donc on a déclenché l'effet qui permet de déclencher un piège, c'est-à-dire on prend un double sur notre déplacement, on le verra concrètement après. Et bien là, on se prend les lances, le piège des lances. Donc on applique l'effet du piège qui est dans le livre de règles. Et ensuite, si jamais on recherche une porte secrète, bien derrière, on va regarder à porte secrète. Soit il n'y en a pas, soit il y a une porte secrète. Dans ce cas-là, quand il y a une porte secrète, vous la placez où vous voulez. Si vous êtes dans une pièce, vous la placez sur n'importe quel mur de la pièce. Ça peut être très bien sur le même mur où il y a une porte. Pourquoi pas? Après, vous la mettez, vous, comme vous voulez. Donc, on a quand même une très grande liberté de faire un petit peu la carte que l'on veut. Et ensuite, événements. Les événements, il n'y a qu'une condition pour déclencher les événements. Lorsqu'on arrive autour de Zargon, s'il n'y a pas de monstre sur le plateau, on va piocher une carte et on va regarder s'il y a un événement. S'il y a un événement, on applique tout simplement l'effet qu'il y a sur l'événement.
S'il n'y a aucun, bah, il n'y a aucun. Voilà. Donc, c'est pas plus complexe que ça. Je vais vous montrer vite fait. Donc voilà, vous avez donc 15 cartes. Ensuite, bah, vous avez le dos des cartes, le mode solo, et puis les règles. Nous allons revenir maintenant sur notre plateau. Alors, lorsqu'on va mettre en place une quête, je vous ai dit, il nous faut le livre de règles. Donc là, on a les fameuses 15 cartes. Donc moi que j'ai slivé, comme ça, j'ai pas eu besoin d'imprimer le verso des cartes et c'est plus facile pour mélanger. Parce que vous verrez à un moment, ces cartes, bah, quand le paquet est vide, il va falloir qu'on le remélange si on n'a pas terminé notre quête. Donc derrière, j'ai pris dans mon livret de règles l'épreuve. On vous demande au départ bah, de placer la zone de départ conformément à la zone de départ du livret de règles. Mais toutes ces pièces seront toutes ces pièces seront après très aléatoires. Donc voilà, il y a juste ça à respecter. Et ensuite, vous pourrez garder votre livret de règles dans ce sens-là. Alors bien sûr, vous pouvez lire le fleuve si vous êtes à plusieurs ou même tout seul, vous faire plaisir. Pour cette partie-là, moi je ne vais pas l'appliquer, hein, c'est-à-dire on nous dit Zargon doit avertir les héros qu'il n'y a aucun piège ni porte secrète dans cette première quête. Moi je m'en fous, je vais appliquer les pièges et les portes secrètes du mode de Gravaillon. Après, libre à vous de ne pas appliquer, ça vous faites comme vous voulez. Et ensuite, c'est important de garder ça, pourquoi? Parce que vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré qu'à un moment, on va avoir des références au livret de quête, donc A, B, C, D ou E. Donc c'est pour ça que ça vous fait quand même jouer aussi avec le livret de quête. En gros, vous jouez avec tout le matériel du jeu et rien qu'avec le matériel du jeu. Le monstre errant pour cette quête est l'orque. Ça ne change pas. Donc maintenant, je vais jouer. Je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas faire une partie complète. Hein, une partie complète, on en fera une sur la chaîne de DD, toujours plus jeu, toujours plus live, jeudi prochain. Alors, je vais commencer. Alors, si vous ne voyez pas mes jets de dés, c'est pas trop grave non plus, c'est pas le plus important. Pardon. Donc, je vais commencer, je vais jouer le barbare. Alors, je fais 7. Alors, on va faire, je fais 1, 2, 3. Je vais ouvrir la porte. 4. J'arrive dans le couloir. Lorsque j'arrive dans le couloir, donc il me reste 3 points de déplacement, lorsque j'arrive dans le couloir, je vais devoir piocher une carte. Je pioche cette carte. Pardon, voilà. Ah, on ne voit pas. Alors, attendez, je vais me mettre sur l'autre caméra. Voilà. J'ai pioché cette carte. Comme on génère un couloir, derrière, on ne tient pas compte de l'objectif. Je vais regarder couloir. Couloir, on me dit, il y a 3 portes et un monstre couloir. Alors, c'est toujours des monstres couloirs. Hein. Donc, les 3 portes, je vais pouvoir les mettre où je veux dans ce couloir. Donc, je vais en mettre, par exemple, une ici. Je vais en mettre une ici. Et je vais aller en mettre une ici. Voilà, donc dans le couloir, j'ai déjà mis les 3 portes. Maintenant, sur la carte, il est écrit, il est précisé qu'il y a un monstre. Dans ce cas-là, je vais piocher une deuxième carte. Et je regarde monstre couloir. Monstre couloir, je crois que c'est un zombie, ça. Hop. Oui, c'est un zombie. Donc je vais prendre un zombie. Je vais lancer 2 dés, et là je fais 7. Si je regarde dans ce couloir, parce que je suis dans ce couloir, le 7 est ici. Donc je vais venir placer le zombie ici. Donc il vient se placer. Alors, hop, que je le vois. Voilà.
Donc en 7, on est ici. Et c'est terminé. Il me reste 3 points de mouvement. Je vais par exemple faire 1, 2 et 3. Lorsque j'arrive ici, je découvre un autre couloir. Donc je vais repiocher une carte. Je repioche une carte. Dans le couloir, il est écrit qu'il y a une porte et un éboulis. Donc je décide de placer ma porte. Hop. Je vais venir la mettre ici. Et l'éboulis, je vais venir le mettre ici. Voilà. Donc, en fait, vous les placez où vous voulez. Il n'y a pas besoin d'utiliser le dé de localisation pour voir où se trouve la porte. Donc, vous avez vraiment une totale liberté. Et c'est plus simple parce que ça permet quand même d'accélérer ça peut permettre d'accélérer le jeu. Donc, j'ai joué mon barbare. Donc là, il n'y avait pas de monstre, donc je ne repioche pas de cartes supplémentaires. Voilà, juste que je gère la caméra, qu'elle ne se casse pas la figure. Donc j'ai joué mon barbare. Maintenant, je vais jouer mon nain. Alors, je vais faire 4. 1, 2, 3 et 4. Et ce que je vais faire maintenant, je vais quand même regarder dans cette pièce s'il n'y avait pas une porte secrète. Donc pour voir s'il y a une porte secrète, on pioche une carte. Hop, cette carte est défaussée. Porte secrète, aucune. Je défausse sa carte. Mon nain finit de jouer. Je vais jouer maintenant mon elfe. Je fais 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, je me dis maintenant, deuxième action, je vais chercher un piège dans le couloir. Donc, pareil, je repioche une carte. Piège, aucun. Bon, ok, ça s'arrête là. Non, il me reste le mage. Je vais jouer le mage. Alors, pardon, j'ai oublié. Lorsque je recherche un piège, j'ai trouvé aucun. Je vais jeter un D6 que Gravillon a appelé le dé de sécurité. Je fais 4. Ce qui veut dire que tant que ce dé sera actif, il ne pourra pas y avoir de piège. Donc ça ne me sert à rien de rechercher un piège, puisque tant qu'il y aura le dé de sécurité, je ne trouverai pas de piège. Donc j'ai fait 3, je fais 1, 2, et je vais rester ici. Du tour des héros, maintenant c'est le tour de Zargon. Étant donné qu'il y a un monstre ici, je vais l'activer. Donc la première chose qu'on fait quand c'est le tour de Zargon, notre dé de sécurité qui était sur 4, je le passe sur 3. Vous verrez, il y a aussi une autre méthode pour qu'il descende encore un peu plus vite. Et ensuite, je vais jouer le zombie. Alors le zombie, est-ce qu'il est au corps à corps? Non. Donc il va s'avancer. J'ai fait ça. Il va s'avancer. Sa cible prioritaire sera le nain. Donc le zombie avance de 5 en direction du nain. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Vous le faites au début, puis moi je le fais une fois pour toute la partie, c'est terminé. Vous mettez les 4 cartes de vos héros, et après derrière vous mettez toutes les cartes des monstres qui potentiellement peuvent sortir dans ce scénario. Et derrière, ce sera l'ordre d'activation des monstres. C'est super bien fait. Donc Zargon a terminé son tour. Donc c'est maintenant au tour des héros. Je vais jouer mon elfe. Alors, voilà, je fais 4. Un double. Dans ce cas-là, le dé de sécurité, on le diminue de 1. Si je n'avais pas eu de dé de sécurité, ça veut dire que j'aurais déclenché un piège ou pas. C'est pas parce que j'ai fait un double que je vais déclencher un piège. Dans ce cas-là, on aurait retiré une carte et on aurait regardé s'il y a un piège. S'il y a un piège, on applique l'effet immédiat du piège, c'est-à-dire il se déclenche.
Donc là, j'ai fait 4. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Alors, je ne vais pas jouer stratégique hein, là, pour ce moment. Le but, c'est que vous voyez un maximum de choses, que je puisse vous présenter tout le potentiel de ce mode solo. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir la porte. Dès que j'ouvre la porte, je dois piocher une carte. Comme je génère une pièce, s'il y avait eu le mot objectif dessus, donc il y a 5 cartes sur 15, hein, s'il y avait eu le mot objectif, dans ce cas-là, j'aurais été regardé dans le mode de Gravaillon et j'aurais regardé l'objectif 1. Et dans ce cas-là, je n'aurais pas appliqué les effets des cartes, j'aurais appliqué ce qui est écrit dans l'objectif numéro 1. C'est ce qui nous permet en gros d'avancer dans notre scénario. Donc là, j'ai ouvert une porte, une pièce, donc il y aura un monstre, un mobilier et une porte vers une pièce. Donc la porte vers une pièce, je peux la placer tout de suite, parce que pour ça, je n'ai pas besoin de repiocher une carte. Je vais la mettre ici. Et ensuite, par contre, je dois prendre un monstre. Donc je vais repiocher une carte. Donc ça, je la garde, c'est juste pour ne pas oublier. Non, le mobilier d'abord, pardon. Donc d'abord un mobilier. Donc je vais prendre piocher une carte. Donc vous voyez, j'ai pas pris le mobilier de la carte qui a découvert la pièce. Hein, ça permet en fait d'avoir toujours des lieux différents. Alors que si on prenait tout sur une carte directement, une carte aurait toujours le même effet. Alors que là, c'est très bien, ce ne sera pas le même effet. Et donc, je prends la table numéro 2. Pourquoi il y a 2 tables? Des fois, il pourra y avoir des indications particulières liées au scénario en fonction de la table 1 ou 2. Donc, je prends une table. Et pour regarder où elle va être générée, j'ai ma petite table là. On est dans cette pièce-là. Je vais lancer 2 dés. Je la génère en 8. Donc, elle va être générée ici. Donc, je reviens sur mon plateau. Et je vais générer ma table. Il faut qu'elle soit alors, soit sur cette case, enfin à partir de cette case, ou sur cette case. Alors, vous avez l'avantage, c'est que là, ce que je vais faire, normalement, une table prend 6 cases. Là, ce que je vais faire, et ce que je trouve plus sympa, comme elle tient sur 2 cases, je vais la mettre sur 2 cases. Donc, je vais la laisser comme ça. Voilà. J'aurais pu aussi dire, elle prend 4... allez, si, on va faire ça. Allez, je la prends sur 4 cases au lieu de 6. Je la mets là. Et ensuite, derrière, on a un monstre. Donc, je vais... Alors, monstre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un. Hein. C'est la carte qui va nous dire ce qu'on a. Et là, quand je regarde les monstres, alors il y a monstre couloir, mais là, je regarde les monstres, ben, je vais devoir générer 2 zombies et une momie. Alors, il se peut qu'à un moment, vous soyez à court de monstres spécifiques. Dans ce cas-là, vous regardez dans les limitations qui sont dans la règle. Mais bon, moi, j'ai plusieurs extensions, donc j'ai suffisamment de zombies. Et là, ben, on va les générer pareil. On va regarder cette table. Donc, on commence par générer celui qui est le plus, enfin le plus proche de l'activation. Donc, on voit que les zombies sont avant la momie. Donc, je vais d'abord générer les zombies. 9, je vais aller générer un zombie ici. Ensuite, je relance les dés, je fais 7. Je vais aller générer un zombie ici. Et la momie, je fais 8. 8, on se retrouve sur la table. Dans ce cas-là, je vais regarder si le 9 est dispo. Le 9 n'est pas dispo. Je vais regarder si le 7 est dispo. Le 7 n'est pas dispo. Donc maintenant, je vais regarder si le 10 est dispo. Oui, le 10 est dispo. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de rejeter les dés. C'est plus simple. Parce qu'imaginez que vous, à chaque fois vous fassiez un nombre où il y a quelque chose, c'est plutôt chiant. Donc on a généré les monstres. L'elfe qui avait 4 points arrête de jouer. Et maintenant, je vais jouer les autres. Je vais
Donc maintenant, je vais jouer mon nain. Alors, étant donné que j'ai déjà cherché une porte, une pièce, une porte secrète dans ce lieu-là, je ne peux pas en chercher une autre. C'est-à-dire, on est sûr qu'il n'y en a pas. Par contre, il pourrait très bien, si on cherche ici, trouver une porte secrète. Et là, rien ne nous empêche de la mettre ici. Hein, on va considérer qu'elle est visible, enfin, qu'on arrive à la trouver que d'un côté et qu'elle s'ouvre que dans un sens. Donc, je vais jouer mon nain. Je vais faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais jouer ensuite mon barbare. Mon barbare, je vais faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, volontairement, je vais ouvrir. Donc, faites pas ça chez vous. Hein. Faut surtout pas le faire, ça. Enfin, faut éviter de le faire. Sauf si vous sentez super fort. Et là, comme j'ai ouvert une porte, ben, je pioche une carte. Je pioche une carte. Il y a le mot objectif. Donc, ben, ça tombe bien. Comme il y a le mot objectif, on va aller voir. On va revenir sur notre sur notre livre de règles où il y a les quêtes. Et là, on voit que l'objectif 1, on va venir placer le râtelier d'armes. On va placer un gobelin, une abomination et une porte vers le couloir. Hop, voilà. Donc la porte vers le couloir, je vais déjà pouvoir tout de suite la placer. Donc là, j'ai pas le choix. Je pourrais très bien en mettre une à côté, mais ça n'a pas de sens. Je vais la mettre sur ce couloir-là. Voilà. Si ça avait été vers une pièce, j'aurais très bien pu la remettre ici. Voilà. Si à un moment, pardon, si à un moment vous ne pouvez pas placer une porte ou un truc parce que ça n'a pas de sens, vous ne la placez pas. C'est pas grave. C'est pas gênant. Donc ensuite, on a dit qu'il y avait un râtelier d'armes. Donc je vais prendre le râtelier. Si j'arrive à le choper. Donc nous sommes dans cette pièce-là. Je jette 2 dés. Je fais 7. Le râtelier d'armes va être placé. Alors, je peux le mettre soit comme ceci, soit comme ceci. Je vais le mettre comme ça. Et ensuite, on a un gobelin et une abomination. Donc, on va regarder. Mon ordre. L'abomination est en priorité, 1. Donc, je vais placer l'abomination. Donc, l'abomination, je jette les dés, je fais 10. Donc, l'abomination, en fait, est juste devant la porte. Et mon gobelin, je fais 5. Le gobelin est juste à côté. Le gobelin est ici. Le barbare s'est déplacé. Maintenant, je peux attaquer. Allez, donc j'attaque. Je vais attaquer. Bon, peu importe en fait ce que je fais. Voilà. Et imaginons que je lui inflige un dégât. Elle n'est pas morte. Et ensuite, il me reste mon mage à jouer. Je jette mes 2 dés. Double 1. Donc double 1. Alors, je ne déclenche pas de piège parce qu'on a toujours le dé de sécurité qui est en jeu. Par contre, je le ramène à 1. Je fais 1, 2. Donc après, je pourrais lancer un sort pour protéger, par exemple, mon elfe. Mais bon, peu importe, je ne vais pas le faire dans ce cas-là. C'est pas le but d'aujourd'hui. Hein. On sera beaucoup plus attentif lorsqu'on va jouer avec Dédé, Dark et Yvan jeudi prochain. Donc maintenant, c'est au tour de Zargon. Au tour de Zargon, il y a des monstres ou pas de monstres, on retire toujours un dé de sécurité.
le dé de sécurité est défaussé. Ce qui veut dire que maintenant, si je n'ai pas recherché de piège, et que je fais un double, un piège va se déclencher. Donc ensuite, c'est au tour de Zargon. Donc Zargon, on va regarder tous les monstres présents. Monstres présents, est-ce qu'il y a une abomination? Oui. Alors là, je fais exprès de dire chaque, mais après, vous verrez, ça va très très vite. Hein. Donc l'abomination, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un monstre doit attaquer ou se déplacer? La première chose, c'est s'il est au corps à corps avec un seul héros, il attaque automatiquement cet héros. On part du principe, il attaque le barbare, bon, il le touche ou pas, peu importe. Ensuite, ce qu'il va faire, il va se déplacer, qu'il ait réussi ou pas son attaque, il va se déplacer au plus loin des héros. Donc, dans ce cas-là, il va venir se placer ici. Alors, bien sûr, vous comptez ses points de déplacement. Hein. S'il n'avait pas suffisamment de points de déplacement, il va au plus loin. Mais en gros, il se désengage du héros. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va être un peu pénible. C'est qu'il va falloir revenir au contact si on veut le taper. Ensuite, je regarde toujours dans l'ordre. On a le guerrier de la terreur. Il n'y a pas de guerrier de la terreur. Gobelin. Oui, il y a un gobelin. Donc, on va passer au gobelin. Donc, le gobelin, lui, ce qu'il va faire, comme il a personne au corps à corps, il doit se déplacer en direction du nain. Il ne peut pas. Donc, derrière, il va faire 1, 2, et il va venir taper. S'il avait pu se déplacer en direction du nain, mais qu'il ne pouvait pas l'atteindre, dans ce cas-là, on va regarder qui est le héros ciblé en deuxième. En gros, si un monstre peut attaquer, il va attaquer. Donc là, il attaque le barbare. Il touche, il rate, on s'en fout. Comme il s'est déjà déplacé, il reste au corps à corps. Ensuite, on va passer aux zombies. Donc, pardon, les zombies donc, se déplacent de 5. S'ils peuvent arriver au corps à corps du nain, ils le font. Donc là, c'est ce cas. Lui, il vient. Lui, il vient ici, il ne peut pas venir au niveau du nain, il va taper l'elfe. Donc ce zombie va taper le nain, ce zombie-là va taper l'elfe. Et l'autre va se rapprocher de 5. Et ensuite, pour terminer, nous avons la momie. Donc la momie va se déplacer de 4. Mais là, elle ne peut plus bouger. On va résoudre le combat. Maintenant, admettons, tous les ennemis ont été vaincus. Donc là, vous avez vu le cœur de ce mode solo. Maintenant, on va passer à quelques détails que vous n'avez pas vus ici. Mais que vous verrez, bien sûr, lorsque vous devriez tout voir normalement lorsqu'on va faire la partie avec mes amis. Voilà. Donc, le barbare vient ici. Il se déplace et il décide de fouiller. Et comme on était sur l'objectif 1, attendez, hop, que je retrouve la bonne carte. Donc, hop là. Je vais revenir sur l'objectif. Voilà. Donc, j'ai fait l'objectif 1. On regarde au niveau du mobilier. Alors, quand on fouille, donc là, je décide de fouiller le râtelier, mais en gros, c'est une fouille. On cherche un trésor. On va regarder ici, donc dans la règle du mode solo, le livret de quête. Et là, je vois râtelier d'armes. Râtelier d'armes, voire note A. Donc, note A. Je vais aller dans le livre de quête. A. Les armes sur ce râtelier sont toutes abîmées, rouillées ou brisées. Elles ne seraient d'aucune utilité pour les héros. Donc, j'ai rien trouvé. Si, par exemple,
ça avait été la table. Tiens, bah, on va prendre cet exemple. Je viens ici et je fouille. Je fouille. Alors, attends, hop, est-ce que je suis bien? Oui. Là, je regarde dans le mobilier, coffre 1, coffre 2, coffre 3. Vous voyez pourquoi, hein, il y a des numéros. Râtelier d'armes. La table n'est pas mentionnée. Donc, dans ce cas-là, je vais piocher une carte trésor et appliquer ses effets. Donc là, on a vu pour générer les trésors. Alors après, il y a deux possibilités. Soit pour les trésors, vous suivez la règle du jeu, c'est-à-dire chaque héros peut fouiller une fois. Moi, j'estime que chaque héros peut fouiller une fois. C'est trop parce qu'en fait, très très vite, on peut monter, on peut s'acheter plein d'armes, plein de trucs, et le reste de la campagne, après, en général, on lui roule dessus. Donc moi, ce que je fais, mais ça, c'est vraiment, c'est perso. Je pars du principe qu'on peut fouiller qu'une fois une pièce, hors mobilier. Hors mobilier, c'est déjà pas mal. Quand même pour faire jouer un petit peu les cartes au trésor. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ben, on n'a pas vu le déclenchement d'un piège. Alors, je joue, allez, avec le nain. Ah bah, ça tombe bien. Double 6. J'ai même pas besoin de trafiquer les dés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire instantanément, avant de commencer le déplacement? On va piocher une carte. Et là, qu'est-ce qu'on va... Pardon. Sur cette carte, c'est une trappe. Enfin, un piège, voilà. Donc derrière, on applique tout de suite l'effet de la trappe. Donc je vais venir placer une trappe sous mon nain. Il perd un point de vie. Donc si jamais on avait eu le dé de sécurisation encore en jeu, bah de 5, on serait passé à 4, il n'y aurait pas eu le piège. Maintenant, derrière, au lieu de faire cette action de se déplacer, avant de se déplacer, le nain, quelque peu malin, décide de chercher un piège. Donc dans ce cas-là, bah pareil, je repioche une carte, donc là j'ai repris la même hein, pour l'exemple, et il y a un piège. Quand il y a un piège, qu'est-ce qu'on fait? Je suis dans ce couloir-là, je jette 2d6, et le piège vient en 11. Ça veut dire qu'il vient derrière moi. Et ça, c'est le top, parce que lorsqu'on joue avec le jeu classique avec un maître, ou avec l'application, on va se retrouver, s'il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. Alors que là, avec ce système-là, on peut très bien être passé sur un piège sans le déclencher, et à un moment, il va se redéclencher. Et ça, je trouve ça génial, parce que ça laisse toujours ce petit côté, on va dire, suspense, pression, et ça, c'est vraiment très bien. Donc, je reviens ici, donc il est placé en 11. Alors, le piège, c'est très bien, très bon exemple. Le piège se retrouve sur un personnage. Dans ce cas-là, on va relancer les dés. C'est-à-dire un piège qu'on a détecté, qu'on a trouvé, ne peut pas interagir tout de suite avec un personnage, même s'il se trouve dessus. Donc je relance les dés, je fais 2. Le piège est ici. Par contre, après, effectivement, on va appliquer les règles de cette trappe, c'est-à-dire que pour passer, bah, il va falloir sauter, etc. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on doit piocher une carte et qu'il n'y a plus de cartes dans le... Il n'y a plus de cartes à piocher. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va remélanger notre deck de cartes. On va regarder la première. Carte objectif, on la garde. Ce n'est pas un objectif, on va défausser cette carte. Ce qui veut dire que maintenant, dans notre deck, et on remélange bien sûr la carte, dans notre deck, il ne reste plus que 14 cartes. Alors pourquoi ça c'est fait? Alors vous verrez pour l'instant dans la règle, Gravaillon ne l'a pas encore mis, mais ça va être mis parce que je l'ai testé et c'est vraiment très bien. Ça va vous permettre d'avoir un deck qui va passer un peu plus rapidement. De façon à ce que si vous n'avez vraiment pas de chance avec les cartes objectifs, que votre partie ne dure pas 5 heures.
Donc moi j'ai fait deux parties, j'ai jamais dépassé 1h20 de jeu. Hein. Donc ça c'est très important. Par contre, vous ne défaussez surtout pas les cartes objectifs. Hein. Voilà. Donc vous voyez, sur 15 cartes, il y a 5 cartes objectifs. Et je réfléchis si je n'ai pas, si j'ai rien oublié. La seule chose aussi, il y a des, pour les monstres qui attaquent à distance. Alors là, je crois qu'on n'en a pas, mais après, on pourra très bien avoir un sorcier qui jette ses sorts à distance. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que la règle du monstre, dans ce cas-là, enfin, ou du sorcier, euh, il va se reculer, il va s'éloigner le plus possible des héros, tout en gardant sa cible en ligne de vue. Et dans ce cas-là, il va l'attaquer à distance. Mais en aucun cas, il va se rapprocher. Si jamais, par contre, il a personne à distance, il va se rapprocher en direction de la cible prioritaire. C'est-à-dire là, dans ce cas-là, ce serait le nain. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, pour tout ce qui est porte, tout ce qui est passage secret, vous les mettez où vous voulez. Bien sûr que ça reste cohérent. Un passage secret, par exemple, là, l'elfe cherche un passage secret, il en trouve un. Ça n'a aucun sens puisqu'il devra le mettre soit ici, soit ici, soit ici. Mais il ne pourra en aucun cas le mettre ailleurs. Si par contre, l'enchanteur, pardon, si l'elfe par contre est dans cette pièce, il trouve un passage secret, il peut le mettre sur le mur de son choix. Alors il pourrait très bien le mettre ici, mais ça n'a aucun sens, puisqu'il y a la table. Il pourrait le mettre ici, ça permettrait de repasser par là, ou il pourrait le mettre ici. Et dernier petit point que je voudrais aborder, alors qu'il n'est pas encore abordé dans ce mode solo, imaginons, parce que j'aime bien imaginer. Alors, hop. Imaginons que nous en soyons à l'objectif numéro 3. Et là, il faudrait placer, je ne sais plus si c'est une bibliothèque ou cheminée, je crois la cheminée. Il faut placer le coffre numéro 3. Alors quand on dit le coffre numéro 3, vous n'avez pas besoin de marquer vos coffres. Hein. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, le coffre numéro 3 a une importance derrière, quand vous allez le fouiller, d'aller voir dans votre livret de quête. Vous avez le trône, vous avez une table, vous avez deux orques, un guerrier du chaos, et on vous demandait aussi de placer une gargouille pour représenter Verag. Voilà. Donc, imaginez que vous arriviez dans cette pièce. Voilà. Je vais enlever ça. Imaginez que vous arriviez dans cette pièce. Vous vous doutez bien que tout ce qui est là, vous ne pouvez pas le mettre. Donc, il y a une possibilité, c'est soit vous enlevez le mobilier, vous enlevez des trucs pour laisser un maximum de monstres. Dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt. Soit vous vous dites, ok, cette pièce-là, on considère que c'est une grande pièce. Autrement, ce que vous pouvez faire, vous prenez une autre pièce temporairement, juste pour régler ce conflit. Hein, par exemple, vous pouvez prendre celle-là, juste temporairement. Après, on peut considérer que c'était dans cette pièce. Voilà, c'est le seul petit point que vous aurez adapté. Mais très franchement, ce mode créé par Gravaillon, il est vraiment très très bien. Parce que plus besoin d'application. Il y a plus de challenge, parce que vous avez vu que si vous ne trouvez pas de piège, ça ne veut pas dire qu'il y en a. Pardon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est génial. Ça évite aussi de temporiser, parce que quand on temporise et que Zargon n'a pas de monstre, bah là, on peut piocher un événement. Alors les événements, il y en a des positifs, très peu, mais il y en a des négatifs qui vont souvent générer du monstre ou d'autres choses. Donc c'est beaucoup plus intéressant. La rejouabilité, bah, vous voyez, hein, si je rejoue ce scénario, suivant là où je vais aller, j'aurai pas les mêmes choses. Alors, bien évidemment, les trois objectifs seront les mêmes, mais le plateau pourrait être complètement différent. Alors que sur le jeu de base, quand vous jouez une quête, bah, toujours au même endroit, vous aurez le même truc et tout. Bon, après, il y a suffisamment de scénarios, mais lorsqu'on veut initier quelqu'un, si on veut initier 4, 5 personnes,
en plusieurs fois, souvent on a tendance à reprendre le même scénario. Hein, c'est valable pour tous les jeux de société, en fait. Et au final, bon, on découvre un peu moins. Et c'est un peu dommage. Et puis, il est très facile à prendre en main. Alors, toutes ces explications, ça peut vous paraître un petit peu compliqué, mais je vous promets, ça va très très vite. Là, j'ai pris le temps de tout détailler, mais en jouant une partie, quand je génère une pièce, les trois cartes en 15 secondes, elles sont tirées. Hein. Donc, et le fait, à la fin du deck, quand on doit le refaire, on enlève une carte qui n'est pas objectif, bah on va accélérer le jeu en piochant des cartes objectives, en ayant plus de chances de piocher des cartes objectives. Alors, petite errata concernant ce mode solo de Gravaillon. Alors, il n'y a pas grand-chose en errata, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer très longtemps. Juste lorsqu'on a découvert une pièce, on a placé le mobilier, et ensuite on va placer les monstres. Je vous avais dit qu'on les prenait dans l'ordre de ciblage. En fait, non, on ne va pas les prendre dans l'ordre de ciblage, on va les placer dans l'ordre de gauche à droite. C'est-à-dire, pour cette carte-là, on placerait d'abord l'orque, puis le guerrier de la terreur, et enfin l'abomination. Ensuite, donc les éboulis, moi je l'avais placé un peu où je voulais, mais bon, j'avais corrigé dans la vidéo en fait qu'il fallait tirer au sort hein, pour placer l'éboulis lorsque c'était un piège. Donc on avait pris ce couloir. Et je vous avais dit que les portes, on pouvait les mettre où on voulait. Alors en fait, normalement pour les portes, il faut utiliser cette table-là également. Toutefois, attention, si vous avez un ébouli et une porte, si votre ébouli se trouve pas, si vous êtes ici, hein, votre ébouli se trouve en 9, vous ne pourrez pas placer de porte après, puisque vous ne voyez pas la porte, il y a un ébouli. Donc ce que je vous conseille moi éventuellement, c'est soit vous placez l'ébouli, et dans ce cas-là, la porte, vous la placerez avant, hein, de façon à ce qu'elle soit visible pour vous, soit vous placez d'abord votre porte, et vous placez votre ébouli après sur les chiffres qui restent. Donc ça ne sert à rien de rejeter le dé plusieurs fois. Hein. Si par exemple je place mon ébouli en 9, ben, je prendrai la valeur, si admettons que je fasse un 5, je prendrai la valeur la plus, enfin celle qui est au-dessus, la plus proche, donc là ce serait un 6. Une porte ici. Voilà. De même que si vous avez, notamment dans la pièce de départ, il n'y avait déjà qu'une porte, vous n'allez pas en rajouter une ici. Voilà. Donc vous pouvez tirer, enfin, même marqué dans la règle, vous placez vos portes comme ça. Après, c'est pas un point très important, hein, j'ai rebouclé avec Gravaillon, vous pouvez très bien faire comme bon vous semble. Après, moi j'ai envie de dire, ce que je ferai, c'est je placerai effectivement les éboulis avec la table, par contre les portes, je les placerai moi-même, pour éviter qu'il y en ait trop sur une pièce. Et ensuite, deuxième erreur que j'ai faite, mais que j'ai faite volontairement, c'est que j'ai tiré pour toute la partie le ciblage des héros et l'ordre d'activation des monstres. Pourquoi? Parce que je ne veux pas, à chaque activation de monstre, remélanger toutes les cartes et recommencer de nouveau l'ordre. Ça me paraît, une perte de temps pour moi. Après, ça n'engage que moi. Néanmoins, dans la règle, vous pouvez très bien remélanger à chaque activation. Ça, c'est vous qui voyez. Donc c'était le petit errata. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Et puis bah, j'espère surtout que vous allez bien profiter de ce mode qui est très très bon. Et je peux vous dire que Gravaillon a bien avancé. Actuellement, il a 4 extensions déjà de réaliser. Donc voilà, donc moi clairement de toute façon je ne jouerai maintenant qu'avec ce mode pour éviter l'application fastidieuse. J'espère que ce mode solo vous a convaincu. Si vous pouvez vous imprimer les cartes, moi je vous conseille de le tester et puis vous verrez bien. Et c'est un jeu, HeroQuest, contrairement à Zombicide, enfin pour moi, hein, c'est mon avis, qui est plus facile à, même si on joue en solo, d'incarner les cartes 4 personnages, ça pose pas de problème parce qu'il y a une asymétrie. Alors peut-être un tout petit peu moins entre le nain et le barbare, mais il y a quand même une asymétrie, donc ça joue bien. Alors que Zombicide, j'ai envie de dire que même s'il y a une asymétrie des pouvoirs des personnages,
malgré tout, c'est l'arme qu'ils ont en main qui fait le même truc, quoi. Donc imaginez que chaque personnage à zombicide a une tronçonneuse, j'en jouais 6, c'est un peu chiant. Et puis ça génère en plus le déplacement des zombies, tout ça. Donc voilà. Mais à HeroQuest, jouer 4 héros pour une personne, moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà. J'espère que ce mode vous a convaincu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez voir une partie, une vraie partie, et donc là vous verrez que le fait de piocher des cartes, ça va aller très très vite. On sera en direct live sur la chaîne Toujours Plus Jeu, Toujours Plus Live de Dédé, jeudi prochain. Donc jeudi, je ne sais plus, aujourd'hui on est le 17, donc ce sera jeudi 24. Voilà. Allez, à plus, bonne journée ou bonne soirée, suivant le moment où vous aurez regardé cette vidéo. Salut!